Et bien le bonjour à tous et à tous les amis, c'est Zirox en espérant que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui le GOAT a sorti sa nouvelle vidéo, l'iceberg de YouTube. On va partir dans les tréfonds de YouTube, savoir les côtés un peu plus sombres de la plateforme. On va pas perdre plus de temps parce que la vidéo dure longtemps, il y a 3 parties, les 3 seront sur la chaîne. Donc perdons pas de temps, let's go. Le contenu suivant aborde peut-être des sujets liés au suicide et à l'automute. Bon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi j'ai un favori direct, c'est plus rapide. L'année dernière, j'ai sorti 3 vidéos qui sont devenues les plus importantes de ma chaîne. Bref, que ce soit en bien ou en mal, ça vous a énormément touché. Cette vidéo signe le retour des icebergs sur la chaîne, mais ce sera complètement différent. L'iceberg des tréfonds de YouTube. Ah bah regardez, on a des spoils. Je n'en ai capté aucun. Aussi, il n'y aura... Avant qu'on commence vite fait, je tiens à signaler que tout ce que je juge un peu moins intéressant que les autres, je le couperai au montage. Donc si c'est moins long, c'est normal. Là, on va rentrer dans le... Si vous connaissez tous ces sujets, vous êtes quelqu'un qui s'intéresse un peu à la partie étrange et horreur d'Internet. Vous n'êtes pas juste un utilisateur régulier qui ne regarde pas forcément ce genre de truc. Chris Chan. Alors encore une fois, zéro transition, parlons brièvement d'un sujet qu'on traitera un de ces 4, peut-être plus en détail. Laissez-moi vous présenter Chris Chan, l'alias de, et c'est pas une blague, la personne la plus documentée de l'histoire d'Internet. Et peut-être même de l'histoire du monde. C'est pas une blague. C'est pour ça que j'ai déjà entendu son nom quelque part. Il y a un youtubeur du nom de Geno Samuel qui essaye d'expliquer sa vie dans une série de vidéos encore à ce jour inachevée du nom de Chris Chan, A Comprehensive Story. Alors, Chris Chan ou Christine Weston Chandler est une femme de 40 ans qui s'est fait connaître au début des années 2000 sur Internet. Une fusion. Il avait de la beubar, je crois. Enfin bref. Et elle s'est également fait connaître par le fait qu'elle était vraiment désespérée à trouver l'amour, ce qui l'a amené plusieurs fois à se faire arrêter par la police qui pensait qu'elle cherchait une prostituée. À partir du moment où elle a été découverte par Encyclopédia Dramatica, 4chan et Kiwi Fam, 3 communautés qui à l'époque et encore aujourd'hui étaient quand même sacrément hostiles et violentes, elle va commencer à partager sa vie massivement de manière diverse et variée, répondant à chaque troll et se faisant traîner dans tous les sens. Et là, sa vie a commencé à être divisée par les historiens d'internet en ce qu'ils appellent des sagas, des périodes de la vie de Chris qui sont significatives car elles déterminent ses obsessions et fixations du moment. Attendez, mais je suis pas fou, hein, c'est pas une meuf ça. Mais en 2021, une information commença à tourner que Chris aurait abusé sexuellement de sa mère, atteint de sévère démence. La source, un audio de Chris Chan l'avouant au téléphone. Elle a été arrêtée par la police le 1er août 2021. Je suis allé hyper vite sur ce sujet, mais la vie de Chris Chan, c'est un bordel. C'est une personne assez abominable. Mais ce que je trouve fascinant, c'est le niveau de documentation autour de Chris. Le nombre d'images, de documents, de scans de trucs de sa petite enfance. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça va loin. Et ce personnage a impacté Internet d'une manière indélébile. Momo Challenge. En 2016, une image commence à se propager sur Internet. Tu pouvais l'appeler après minuit au téléphone. Elle te répondait, elle pouvait même venir chez toi. Globuleux, au sourire long et fendu dans son visage et aux longs cheveux noirs. L'image commence à tourner un peu partout sur l'internet hispanique, comme, à la base, une image choc. Lentement, elle prend le nom de Momo et une légende se construit autour d'elle. Une légende qui dirait que si on la contacte sur WhatsApp, celle-ci enverrait des messages hyper bizarres, harcèlerait les personnes qui l'auraient contactée et donnerait des images gore en réponse. Tout va prendre un tournant en juillet 2018, quand, en 2 jours, une série d'événements va propulser Momo dans le monde occidental. À ce moment, personne ne comprend d'où ça vient, ça va vraiment un peu trop vite, et ça va causer ce qu'on appelle une panique morale, un concept qui va revenir très régulièrement. Et ça va créer énormément de conséquences qui n'étaient pas du tout prévues à la base. Il va commencer à avoir une sorte de chasse aux sorcières, des numéros de Momo Challenge réputés à présent de faire des jeux de dirigés vers les jeunes à l'aide de piratage et d'intimidations diverses. Et c'est allé tellement loin que Kim Kardashian a fait une story en 2019 pour demander à YouTube d'agir au sujet du challenge en question. Depuis, Momo s'est refait les fesses. C'est allé vraiment trop loin. Pour rien de spécial. En vrai, je suis de mauvaise langue. Il y a eu vraiment des mini-menaces, du harcèlement, il y en a eu, voilà, avec les numéros de téléphone. Mais strictement aucun n'a pu être lié au Momo Challenge par aucune autorité compétente. La sculpture s'appelle Mother Bird, soit la mère oiseau, et est une sorte de fusion entre une meuf et un poulet. En 2019, il a été interviewé par The Sun pour parler simplement de tout ce qui s'est passé autour de sa création et comment ça l'a impacté. Et il a avoué qu'il se sentait mal d'avoir inconsciemment créé un jeu de harcèlement sur Internet et qu'il le regrettait. Après, il est pour rien, lui. Que la statue avait commencé à pourrir et que du coup, il l'avait jetée à la poubelle. 2020 Vision. En 2020, vers la fin de l'année, des gens ont trouvé une chaîne YouTube assez sombre. Cette chaîne contenait une vidéo pour chaque célébrité décédée en 2020 avec la date de mort en vidéo. Alors dit comme ça, c'est juste un concept un peu morbide, une sorte de cimetière virtuel un peu de mauvais goût. Mais ce qui a énormément intrigué les gens, c'est pourquoi les vidéos dataient toutes de 2017. Ah! Arrête.
Quiconque serait derrière la chaîne aurait réussi à prédire la mort de strictement toutes les célébrités décédées cette année, 3 ans auparavant. C'est pas possible, il a modifié la date. Chen commençait à poster des messages sur Twitter indiquant qu'il essayait de créer une secte de la mort avec des liens vers un Discord. Certains ont cru que c'était une sorte de truc paranormal, une sorte de forme de voyance, et que cette secte était legit. Sauf que non, il y a une explication très simple au truc. Le 6 juin 2021, une vidéo fut postée pour la première fois depuis des années sur la chaîne de 2020 Vision. L'explication est assez intéressante. En gros, en 2017, il a téléchargé une liste de toutes les célébrités vivantes possédant une page Wikipédia et a créé un script qui a posté pour chaque célébrité une vidéo avec le nom de la célébrité, puis au-dessus le symbole de la chaîne, puis il fait ouvrir l'œil pour chaque mois de l'année, puis ensuite pour chaque chiffre. En gros, il avait déjà préparé ses vidéos en amont et après il les modifiait selon... Ok, commence à stresser là. 31, formant donc la date de la mort. À la fin de l'année 2020, il a mis ses vidéos en public, excepté celles des célébrités non décédées. Et beaucoup de gens sont tombés dans le panneau. Et le délire autour de la secte de la mort, comme moi, à en l'instant. réalité, c'était juste pour démarrer un ARG avec une suite d'énigmes sur un site internet et un lien Discord. C'était assez intéressant, plutôt pas mal. Sam Pepper et prank abusive. Autre truc qui malheureusement fait partie intégrante de la culture de YouTube, c'est les pranks et autres caméras cachées. Inutile de vous dire que c'est un des gens les plus surutilisés de la plateforme et qui a mené à un nombre tellement élevé de controverses. Néanmoins, il y a un cas de pranker aux États-Unis qui a marqué le site à jamais et qui a tracé une sorte de ligne imaginaire entre l'âge d'or des pranks et la saturation. C'est le cas du youtubeur Sam Pepper, aujourd'hui détesté viscéralement par tout le monde. Il a toujours voulu dépasser les limites de ce qui était considéré comme acceptable à l'époque. D'abord, il y a eu son premier gros scandale, un prank où concrètement il harcèle sexuellement des meufs en leur touchant les fesses. Hello guys, I'm Sam Pepper. Today I'm c'est marrant ça comme prank, dis donc. Qui sera prouvé comme étant une mise en scène plus tard. Puis il a doublé sur la controverse quand il a posté la fameuse prank où il kidnappe son meilleur pote, également confirmé comme fake. Mais ça c'est des ça c'est des vidéos préparées ça. Mais c'était le moment où les gens se sont dit que ça... Je t'ai déjà vu. Petite farce en caméra cachée toute inoffensive. Pour les gens, ça... Bah, c'était trop. Et ça a causé une sorte de pic dans la violence des pranks sur YouTube et la déflation générale de la popularité du genre au cours des années. Sam Pepper aujourd'hui reste proche des controverses en créant certains des contenus les plus nazes qui puissent être trouvés sur TikTok et j'ai juste pas envie de continuer à donner de la visibilité à ce gars. Il a été accusé de plein de trucs vraiment graves, mais les pranks ont également pubs étranges. Un des terriers de lapin les plus fascinants de l'histoire de YouTube, c'est les pubs qui passent après et pendant une vidéo. Il y a eu plusieurs cas dans l'histoire du site où des pubs hyper bizarres. Vous m'avez dit comme quoi vous avez eu des pubs bizarres, un petit peu moins 18 si vous voyez ce que je veux dire. On parle de pubs qui ont été acceptées, que l'on ne pouvait pas skipper, qui par exemple pouvaient durer 1 heure, mais aussi des pubs qui seraient des films entiers copyrightés, ou parfois juste des chaînes YouTube qui faisaient leurs pubs tout en étant les trucs les plus étranges qu'on puisse croiser, comme le dénommé Dr Ish qui fait des vidéos définitivement ultra chelous, ou plein d'autres qui se sont fait connaître grâce à ce système. Ok, là on commence à entrer dans les sujets un peu plus glauques et beaucoup plus sérieux. Vous avez très probablement à l'époque suivi l'affaire Marina Joyce. Ça a pareil eu un retentissement médiatique assez conséquent et encore aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Marina Joyce est née le 1er février 1997 au Royaume-Uni. Elle commence sa chaîne... C'est le mascara là qu'elle a mis ou elle va s'envoler là? Elle commence avec une personnalité assez dynamique mais néanmoins parfaitement normale et qui s'exprime parfaitement normalement. Elle n'a pas eu énormément de controverses liées à sa chaîne YouTube à l'exception de la fois où elle a accusé Sam Pepper, oui à nouveau lui, d'harcèlement sexuel durant le Warped Tour au Royaume-Uni. Il avait 24 ans et en avait 16. Néanmoins, au cours des années, son attitude va changer un peu. Elle va devenir un peu plus erratique. Sa manière de parler va changer un peu, elle va faire de moins en moins sens. Elle avait l'air légitimement complètement à l'ouest dans toutes ses vidéos. Une vidéo que beaucoup pointent comme le signe du début de son déclin mental, c'est la vidéo Dear Future Me. Une vidéo dans laquelle elle lit un poème très générique, sur fond de vidéos super bizarres d'elle qui se balade dans la forêt, dans des endroits en robe, de manière complètement pas naturelle. You're still journeying on that route. You're increasingly feeling and living in the moment. You're drifting from the past. C'est un freestyle ou c'est un peu une poésie? Au cours du temps, elle semble perdre du poids, elle a l'air perdue et aucune explication n'est donnée. À plusieurs moments dans sa carrière, elle fera des appels à l'aide sur Twitter et YouTube qui n'iront nulle part et qui seront supprimés très vite après, disant qu'elle était en danger et se rectifiant quelques temps après. À un moment, un commentaire YouTube va poser la question de si elle allait bien. Plusieurs personnes en réponse exprimeront qu'en effet, elle a l'air dans un état aggravé, qu'elle a l'air droguée et en dépression. À ça, Marina Joyce répondra avec 2 commentaires. Un où elle dira oui, puis un autre où elle dira non. Le 2 juillet 2016, Marina Joyce poste une vidéo du nom de Date Outfit Ideas qui va lancer une gigantesque campagne sur Internet.
Hi guys, so today I'm advertising Style You and I'm advertising their clothes. So this is me just advertising their clothes and yeah, I love you guys so much. Dans cette vidéo, à la mise en scène étrange, on la voit présenter des tenues, mais des détails mettent mal à l'aise. Déjà, elle semble avoir des bleus partout sur ses bras. Elle se répète beaucoup, elle parle bizarrement, à un moment où on l'entendrait dire « Help me » dans son souffle, comme une sorte de message caché de la vidéo. Wow, ça me fait des frissons dans le dos, j'aime pas les vidéos comme ça, la vérité. On voit un doigt apparaître depuis le hors-champ, lui demander de se placer quelque part à la gauche du cadre. Oh, il s'est pas coupé les ongles en plus. Elle lâche des regards derrière la caméra qui ont l'air inquiets. Ah ouais, elle a des bleus sur son bras. Pour la communauté, il est clair d'une seule chose, elle est séquestrée et forcée à réaliser ses vidéos. Autre théorie qui arrive en même temps, elle serait addicte à énormément de drogue dure. Les détails vont se rajouter au fur et à mesure du temps. Certaines personnes sont allées jusqu'à zoomer dans ses yeux pour voir ce qui selon eux serait le reflet d'une personne cagoulée. Les théories ont continué à fuser, un petit ami violent, des drogues dans des raves dans lesquels elle aurait été vue. Mais après 2016, sans vraiment de réponse aux questions de la communauté, Marina Joyce a continué à visiblement sombrer, ayant parfois des périodes où elle semblait avoir des ego trips bizarres, où elle demandait à ses fans de l'appeler déesse, ce qui a amené plusieurs personnes sur la piste de la bipolarité. Marina Joyce étant peut-être une personne bipolaire aux phases maniaques très difficiles, ce qui rend cette situation très triste si c'est le cas. Après 3 ans sur la moindre avancée, Marina Joyce va à nouveau faire la une des journaux, avec un truc que personne n'avait vu venir. Elle a disparu pendant 10 jours entiers. La police avait fait un appel à témoins publics et elle a fini par être retrouvée. Et le truc frustrant, c'est qu'après que ce soit arrivé, plus rien. Marina Joyce continue à faire des vidéos. Parfois elle a l'air bien, parfois pas du tout. Rien n'a changé. Et personne. C'est dur de signifier ce qui se passe vraiment parce que t'es pas dans la vie des personnes. Tu montres ce que tu veux sur internet, c'est dur de... Et j'ai l'impression qu'on n'en aura pas avant longtemps. Eugenia Cooney. Elle continue à faire des vidéos. Autre célébrité de YouTube très critiquée, mais dont la santé a également été un sujet d'inquiétude majeur. Ces vidéos vont, à l'époque, attirer énormément de spectateurs, mais aussi beaucoup de critiques pour une seule raison. Eugenia Cooney est extrêmement maigre. C'est une évidence que Eugenia Cooney avait des problèmes dans sa vie et une santé mentale fragile. Il a longtemps été spéculé que Eugenia était en réalité atteinte de sévères troubles du comportement alimentaire, dont évidemment l'anorexie. Elle est devenue une image de communauté pro-ANA, c'est-à-dire les communautés pro-anorexie, s'encourageant mutuellement à amener le corps le plus proche possible de la sous-nutrition, afin d'être le plus fin possible. Ce qui évidemment est quelque chose de vraiment pas positif. Au cours de sa carrière, Eugenia Cooney va perdre de plus en plus de poids. Ah ouais, non là c'est chaud. Et c'est très dangereux pour la santé. Ça. Elle va juste se mettre à arrêter de poster. À ce moment-là, les rumeurs vont vraiment exploser. Elle serait morte, du coup. Sauf que non, tout semblait aller mieux, elle avait l'air en meilleure forme. Mais après, au cours du temps, elle semble avoir fait une énorme rechute. Et elle est tout aussi fine qu'elle était juste avant de quitter YouTube. Là, son bracelet, c'est un cas extrêmement compliqué à traiter. Pour le coup, Eugenia Cooney, c'est un cas extrêmement compliqué. Est-ce qu'elle devrait avoir une chaîne YouTube ou pas? Est-ce que le fait qu'elle ait une maladie mentale et qu'elle ne soit pas consciente de ce qu'elle réalise est un danger? Il faut peut-être faire une collab avec Thibaut InShape, je sais pas. Et du coup, ça a causé beaucoup de controverses, beaucoup de questionnements et énormément de harcèlement autour de Eugenia Cooney. Harcèlement qu'elle ne mérite pas, parce que ce dont elle mérite, c'est de l'aide, et définitivement pas YouTube. C'est pas de leur faute, pour le Lilia. Sur une note un peu plus joyeuse que la précédente, laissez-moi vous présenter une curiosité très particulière d'Internet, le personnage d'Uli-Lilia. Uli-Lilia, c'est le pseudonyme de Nick Smith, une personnalité très documentée sur Internet, et ce depuis 2001. Nick, par exemple, a une obsession autour des valeurs numériques. Il s'auto-attribue des stats qu'il augmente et réduit au fur et à mesure de ses avancées dans sa vie et de son quotidien. Il observe le monde uniquement en valeurs chiffrées. Par exemple, voici comment il décrit son régime alimentaire. 88% de pizza au fromage surgelé dégraissé, 7% de pâtes au complément alimentaire hamburger helper sans bœuf, 4,5% de snacks et de céréales, puis 0,5% pour le reste. Il a également plusieurs peurs irrationnelles, les miroirs, le nombre 22, des mots qui commencent par P. Un parking. Très aléatoire. La plupart de son temps consiste à utiliser ses stats chiffrés pour essayer de rationaliser une manière de vaincre ses peurs. Ainsi, par exemple, sa peur de l'eau bleue a été vaincue au fur et à mesure du temps. Et au fur et à mesure que les gens ont commencé à creuser autour de Nick, ils se sont rendus compte que c'était un gars légitimement fascinant et extrêmement créatif. C'est pour ça qu'il peut passer plusieurs minutes sur sa chaîne YouTube à vous décrire l'espacement de chaque goutte de la pluie dans son jeu vidéo. Ça me fait rappeler à Prison Break. Et le héros de Prison Break, Michael Scofield, il a justement une sorte d'autisme, un peu comme lui, où il voit tous les détails de tout. Et ça l'aide de ça qu'il arrive à sortir de prison. C'est des gars tellement intelligents, en fait c'est pas vraiment de l'autisme. Pampo, c'est une des curiosités les plus étranges du YouTube français. Il est devenu très connu grâce à sa vidéo Le Cahier de Pampo qui a été diffusée dans un What the Cut d'Antoine Daniel et qui n'existe aujourd'hui qu'à travers des re-uploads. Pampo possède 2 chaînes YouTube de ce que je sache, la chaîne Pampounet et la chaîne Sadikas.
Toutes les deux datent d'il y a entre 10 et 12 ans. Les miniatures et sont c'est vraiment bizarre. original. Il va se faire enculer. Oula. Non. Auteur autiste. Oula. Fermez pas les yeux. Vous allez avoir des... 4 saisons. Il possède également des comptes DeviantArt et semble soit être un artiste, soit être un pionnier du bon shitpost français comme on en fait C'est peut-être un plus. génie, incompris. Ou alors un mec légitimement un peu dérangé. Il a été découvert sur JVC, plus particulièrement sur le 15-18, notamment en 2007, quand il partageait apparemment des vidéos de lui C'est Pampo. dessinant le smiley Noël avec son caca. La source, c'est JVFlu, donc pas le truc le plus fiable, mais étonnamment, je les crois. Toyfreaks. En parlant des Apocalypse, un des acteurs les plus importants du scandale Il a parlé fort d'un Elsagate, coup, c'est là. la chaîne Toyfreaks. Oui, j'ai changé de fringue parce que là, on est le lendemain, ça faisait 2h30 que je tournais, j'en pouvais plus. La chaîne Toyfreaks a été On t'en créée veut par pas. Gregory T'inquiète. Kisem en 2012. Il s'agit d'un père célibataire avec 2 enfants. Cette chaîne a fermé en 2017 à cause d'une massive controverse. J'irai pas trop en détail parce que ça me dégoûte vraiment plutôt pas mal et surtout regarder ce genre de contenu, moi ça m'intéresse 0%. Mais concrètement, ce père a filmé ses filles dans des situations abominables, les forçant à bouffer et à vomir, les filmant se pisser dessus, les filmant dans la douche en train de crier et pleurer. Le contenu est irregardable et c'est vraiment immoral. J'irai pas plus loin, mais c'est un des scandales les plus célèbres de YouTube. Et ce qui m'énerve le plus, c'est les explications du père, où il dit « Oh je me filmais en train de jouer avec mes filles, et à un moment il y avait des vidéos qui marchaient mieux que d'autres, et je me suis dit qu'il fallait répliquer faire le le succès. début. » Donc bref, des mentalités Le buzz. vraiment pas ouf. Le site d'Etika. Oula. Etika est né en 1990. En vrai, est-ce que vous connaissez les histoires là qui parlent? Je connais pas. Hein. C'est sa La carrière vérité. avec du mannequinat et du rap avant de devenir youtubeur streamer autour de 2012. Il est devenu très célèbre au cours de sa carrière pour avoir fait des live réactions légendaires où il regardait des Nintendo Direct et notamment où il surréagissait tout le temps, Ah, surtout ouais. aux annonces de nouveaux personnages dans Smash Bros. On l'a tous vu cette vidéo, je crois. Et lui, il s'est... J'ai mal compris. Ses lives étaient perpétuellement positifs et émanaient vraiment une bonne vibe. Mais ça n'a pas vraiment duré. Si le gars était vraiment positif, 2 choses sont venues changer sa situation. Une surabondance de trolls et la dégradation sévère de son état mental. En effet, le fait qu'il soit devenu une sorte de mème grâce à ses streams et son comportement extravagant saupoudré d'une couche de racisme a amené énormément de trolls Internet. qui voulaient absolument le faire tilt. Il a pété sévèrement des câbles à plusieurs occasions et a fait beaucoup de mauvaises décisions dans sa carrière. Ça a amené à la frérot, suppression de sa chaîne YouTube doucement. en 2018 due à Son la pote à côté, là, en démonétisation mode- complète de celle-ci. Calme. Suite à cet événement, il fait un tweet qui était le premier signe d'une cassure dans sa santé mentale. C'est à mon tour de mourir. En 2019, la deuxième chaîne d'Etika a été supprimée et suite à ça, il a posté plusieurs tweets qui ont inquiété énormément de gens. Sa copine a confirmé plus tard qu'il allait bien et que la crise était passée, mais une dizaine de jours après, il a pété à nouveau un câble et a surtout lancé un live Instagram qui aujourd'hui est devenu très connu. Il était clairement en phase maniaque en train de crier « La révolution ne sera pas télévisée » en boucle, filmant son arrestation par la police. The revolution will not be televised. Quelques jours après, il sera à nouveau arrêté pour avoir agressé un policier et fera de plus en plus d'apparitions incompréhensibles sur les réseaux sociaux. Vous imaginez bien comment Internet a réagi à ça. Exactement, ils ont trouvé ça super drôle. C'est marrant, ça. Après des années de moqueries et de trolling constant, le 20 juin 2019, Etika poste une vidéo sur sa chaîne YouTube personnelle intitulée « Je suis désolé ». Dans cette vidéo extrêmement triste en rétrospective, il demande pardon à sa communauté, explique qu'il a de gros problèmes de santé mentale et qu'il vit très mal la popularité et l'attention à son égard. Le même jour, il sera porté disparu et le 24 juin, son corps sera retrouvé flottant dans l'East River de New York City. C'est un des événements qui a le plus impacté le monde du streaming. La mort d'Etika a eu énormément de conséquences sur la discussion autour de la santé mentale dans le milieu du streaming et de YouTube, même si je trouve qu'Internet n'a pas l'air d'avoir vraiment appris quoi que ce soit depuis cet événement. Amanda Todd. L'affaire Amanda Todd, c'est un des cas de cyberharcèlement les plus connus de l'histoire d'Internet et qui a causé un changement dans la perception publique de la question du cyberharcèlement. Amanda Todd, lorsqu'elle avait 14 ans autour de 2009, utilisait Internet 14 ans, pour ouais. rencontrer des nouvelles personnes par le biais de discussions vidéo. Là, des gens aléatoires la complimentaient sur son apparence, lui donnant une validation qu'elle ne recevait pas au quotidien. Une des personnes avec qui elle parlait insistait d'ailleurs beaucoup pour lui envoyer une photo de ses seins et elle a fini par accepter en lui montrant ses seins lors d'une discussion en vidéo. Durant pas cette se ré- discussion, c'est il pas sur prendra qui des tu tombes. screenshots et il va utiliser ces screenshots comme forme de chantage pendant plusieurs années. En effet, il la menaça d'envoyer les photos à toute sa famille et ses amis. Il connaissait son adresse et son école. Et durant les vacances d'hiver, la police va frapper à sa porte et annoncer que la photo avait été envoyée à tout le monde qu'elle connaissait. En même temps, ces photos furent partagées sur le Daily Caper, et je ne rigole pas, journal sur internet pour
Ça implique le changement d'école d'Amanda Todd pour finalement que la personne qui l'harcelait réenvoie les screenshots dénudés d'Amanda à tous ses nouveaux camarades. Et tout ça l'amènera à un cyberharcèlement de masse de la part des gens qui la connaissaient dans le cercle proche de l'école, qui lui enverront des photos de bouteilles de Javel, lui demandant de la boire et lui faisant des menaces et lui donnant l'impression que morte, elle serait beaucoup mieux que vivante. Toutes les informations que je viens de vous donner viennent d'une vidéo réalisée par Amanda Todd dont vous voyez des images depuis le début de ma narration. Cette vidéo a été postée après 2 ans et demi de cauchemar pour elle le 8 septembre 2012. Cette vidéo n'a pas été suffisante pour elle, recevant peu d'attention à l'époque et le peu d'attention en question étant majoritairement moquerie et trolling. 10 octobre 2012, le corps d'Amanda Todd sera retrouvé dans sa maison. Elle avait mis fin à ses jours. Comme je vous l'ai dit précédemment, cette affaire a changé énormément de choses. Déjà, elle a changé littéralement des lois, notamment au Canada. Et la vidéo d'appel à l'aide d'Amanda Todd, aujourd'hui, elle est devenue extrêmement importante pour l'histoire d'Internet. Et si vous vous demandiez, la personne qui a harcelé Amanda Todd pendant toutes ces années a été retrouvée. Il s'agit de Aydin Coban, un homme qui avait, je crois, 19 ans à l'époque. Et il a été condamné à 11 ans de prison en 2017. Bâtard, va. Les vidéos de Feldup, ils mettent toujours une claque, hein. Ouais, est-ce que ça me donne envie de continuer à faire des vidéos sur internet? Bah totalement. Des salauds, il y en a partout, hein. Il y en a dans la rue, il y en a sur internet, mais sur internet, vous voyez pas la personne en face. Bon, même déjà, dès que tu la vois en face, tu sais pas ce dont elle est capable, hein, faut faire attention. Mais sur internet, c'est encore pire, parce que les gens, ils sont derrière leur écran. Donc faites gaffe. Personne pour donner des leçons, quoi que ce soit, mais tu sais jamais sur qui tu tombes, hein. Comme je l'ai dit, ça se trouve, moi, je suis un salaud de merde. Sinon, j'espère que vous avez kiffé en tout cas, et on attend avec hâte l'épisode 2, la partie 2, qui sera aussi sur la chaîne. Donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Tchuss.